Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique et bonne année 2019. Nous attaquons déjà l'épisode numéro 5 et aujourd'hui nous allons parler de la Confédération Ashanti, ce qui était pour moi mon premier travail universitaire en licence sur l'histoire africaine et donc un exposé qui me tient énormément à cœur. Nous allons parler aujourd'hui de la Confédération Ashanti. Pour quelle raison? Car c'était un des États africains précoloniaux des plus forts, au niveau de son organisation, que ce soit économique, militaire et politique, mais aussi au niveau de ses ressources. C'était un des États les plus riches. Ce n'est pas pour rien que quand les Anglais sont débarqués là-bas, ils ont appelé ça la Côte d'Or, parce que les côtes étaient gorgées d'or. Et c'est aussi un des États les plus résistants. Il a fallu pas moins de 7 guerres pour que les Anglais soumettent définitivement la Confédération Ashanti. Le plan que je vais suivre est assez simple. Je vais commencer d'abord par localiser la Confédération Ashanti, puis vous parler de sa fondation, puis continuer sur son organisation, ses ressources économiques et enfin parler de sa chute définitive au début du siècle dernier. Premièrement, localisation. Il est extrêmement important, quand on parle d'un État, de le placer dans l'espace et le temps. Donc, la Confédération Ashanti, aussi appelée Empire Ashanti ou Royaume Ashanti, est située dans l'actuel Ghana. C'est un État précolonial. Ça veut dire que c'est une structure étatique qui existait avant l'arrivée des Européens et qui a été détruite par cette dernière. Il serait un peu trompeur de dire que le Ghana est succédé en droite ligne à la Confédération Ashanti, car il y avait les royaumes fonds aussi qui ont formé ce qui fait l'actuel Ghana. Pour ce qui est de la Confédération Ashanti, on sait que la population en 1874 était de 3 millions d'habitants et que la superficie était de 259 000 km². La capitale était Kumasi, qui était la tête du royaume et qui a été fondée en 1680. Deuxièmement, la fondation de la Confédération Ashanti. À partir de 1670, Osei Tutu va commencer à faire l'unité des structures politiques autour de Kumasi, avec des victoires militaires significatives qui lui ont permis d'affirmer sa puissance. À un moment, quand tu as quelqu'un qui est aussi puissant qu'Osei Tutu à l'époque, vaut mieux l'avoir comme ami que comme ennemi. Et il va permettre de joindre à son royaume différents villages tout autour de Kumasi et de devenir le premier Ashantiné. Ashantiné est le titre de roi qu'on donne dans la Confédération Ashanti. Osei Tutu est un réel personnage historique. C'est pas légendaire, il n'y a pas de légende. Non, il a réellement existé et était réputé pour être un guerrier extrêmement intelligent et qui savait très bien gérer un État et gérer la guerre. En ce qui concerne l'organisation du royaume, politiquement, c'est un État fédéral, avec des provinces. Les chefs des provinces est appelé aîné. Et l'Ashantiné est, dans sa tâche de gouvernement, aidé par un gouvernement qui le soutient et qui lui donne des conseils. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une structure tout à fait moderne pour l'époque, avec un roi, un gouvernement et des provinces qui sont dirigées par des chefs qui ne font que ça. Toujours concernant la politique, je vais vous lister les différents empereurs ashantinés ou ashanténés. Il y a eu Osei Tutu de 1701 à 1717, Okopu Ware de 1718 à 1750, Kusi Obodom de 1750 à 1764, Osei Kwadwo de 1764 à 1767,
Osei Kwane Panin de 1777 à 1803, Osei Fofi de 1803 à 1804, Osei Bonsu de 1804 à 1824, Osei Yao Akoto de 1824 à 1834, Kwaku Dua Ier de 1834 à 1867, Kofi Kakari de 1867 à 1874, Mansa Bonsu Kuma de 1874 à 1883, Kwaku Dua d'avril à juin 1884, Prenfes Ier de 1888 à 1896. Économiquement, la Confédération Ashanti a énormément de ressources, ce qui lui permet d'être assez riche. Elle a comme ressources de l'or, du cacao, des noix, des bananes plantains, de l'igname, du manioc, du maïs, des pommes de terre douces, du millet, des haricots, des oignons, de l'arachide, des tomates, et aussi elle profite un petit peu du système de la traite négrière. Ce n'est pas du tout raciste de dire que les États africains ont collaboré dans la traite négrière. Car il ne faut pas oublier un aspect très important. Ça pouvait servir d'arme de dissuasion. Vous vous rendez compte un petit peu, quand on a un opposant ou des gens qui sont un peu rebelles à notre autorité, l'argument du si vous nous posez problème, on vous attrape, on vous vend aux Européens. Et là, vous allez souffrir. De plus, faut pas oublier que la traite négrière rentre dans un système économique complexe qu'il me faudrait un épisode entier pour décrire. Et il ne faut pas oublier que beaucoup d'États africains ont connu des soucis financiers une fois que les Européens ont arrêté la traite négrière. C'est tout un système économique avec des tenants et des aboutissants bien plus larges que la simple analyse de « Oh, les méchants Européens, ils ont réduit les Africains en esclavage ». C'est bien plus complexe, veuillez bien me croire. Une des grandes forces d'Osei Tutu, c'est d'avoir fondé un système militaire complexe et efficace, ce qui fera des armées Ashanti des guerriers redoutables. Surtout qu'il ne faut pas oublier un aspect très important, extrêmement important même, c'est que les Ashanti vont devenir familiers avec les armes à feu dès le XVIIIe siècle. Là, bien aidés par les Européens. Là aussi, il y a toutes ces petites magouilles, comme on pourrait dire. Par exemple, certains États africains pouvaient se faire vendre des armes à feu simplement pour embêter d'autres États européens. Et oui, comment, quand tu es un Danois, embêter les Anglais, tu vas pas déclarer la guerre à l'Angleterre, t'es pas stupide, tu sais très bien que l'Angleterre va venir avec ses bateaux, tu vas prendre une rouste. Ben, tu donnes des fusils aux Ashanti, les Ashanti chargent du travail pour toi. T'es un Anglais, tu l'as un petit peu mauvaise de t'être fait tirer dessus. Bah tu dis aux Ashanti, je vais vous vendre des meilleures armes, mais en échange vous occupez des Danois. C'est tout un petit système, un peu comme la guerre froide avec des conflits annexes. Mais il ne faut pas oublier un truc très important, les Ashanti sont de bons militaires, avec une organisation et des techniques militaires extrêmement avancées pour l'époque. Et je dis pas extrêmement avancées pour l'Afrique, je dis extrêmement avancées pour le monde entier. Concernant la Confédération Ashanti, je vais vous donner maintenant quelques faits culturels. Ils ont un drapeau et un écusson que j'ai mis dans les illustrations. Ils parlent le Akan. C'est une langue assez parlée actuellement au Ghana et à la Côte d'Ivoire par 8 millions de personnes quand même. Et leur religion est l'animisme. Mais, élément extrêmement important, montrant le haut raffinement de ce peuple, il y a un musée royal à Koumassi. Dès le début du 19e siècle, 3/4 de siècle avant la colonisation, le roi des Ashanti, Osei Bonsu, créa un musée dans le seul édifice de pierre de Koumassi, la capitale. Ce musée, décrit au milieu du 19e siècle par plusieurs visiteurs européens, était conçu à la gloire de la royauté. Les Britanniques le firent sauter en 1874. En effet, le dirigeant l'Achantiné a décidé de faire un musée pour mettre en valeur l'art et le raffinement de son royaume. Il ne faut pas oublier que l'art
dans l'Afrique précoloniale est extrêmement importante parce qu'elle est liée à la religion, au pouvoir et au culte des dirigeants. Donc l'art est imbriqué avec l'État. Et donc il a voulu rendre hommage à ça. Mais les Anglais, ils sont pas bêtes. Parce qu'ils passent leur temps à dire ouais, les Africains, faut les civiliser. Si on découvre qu'ils ont un musée, quand même, qui est le signe d'une civilisation bien avancée, bah, ça casse tout l'argument. Donc on va littéralement exploser le musée en 1874 quand les Anglais vont rentrer dans la capitale de la Confédération. Le déclin de la Confédération Ashanti est lié aux guerres anglo-ashanti de 1824 à 1901. La première guerre eut lieu de 1823 à 1831 car les Ashanti voulaient récupérer une zone côtière, ce qui leur a été refusé. 8 ans de guerre plus tard, la rivière Pra fut acceptée comme frontière dans un traité de paix et la paix durera 30 ans. La deuxième guerre, de 1863 à 1864, est une guerre assez rapide du fait que les deux troupes, que ce soit Ashanti ou anglaises, tombent malades. Il était fréquent à l'époque que les Européens soient malades en Europe, en Afrique, parce que c'est pas les mêmes climats qu'en Europe. La troisième guerre aura lieu de 1873 à 1874. Les Anglais ont racheté la Côte d'Or aux Néerlandais. Ils ont racheté un petit morceau qui appartenait aux Néerlandais. Et donc, ce morceau a été revendiqué par les Ashanti. Ce qui a provoqué un conflit qui aboutira à la destruction de Kumasi qui avait été abandonné par les Ashanti. Mais c'était une stratégie anglaise tout à fait normale. Quand tu veux détruire un pays, tu t'attaques à la capitale. On l'a bien vu avec les Allemands, ce qu'ils ont fait avec leur stratégie d'obtenir Paris, que ce soit en 1870 ou en 1940, surtout en 1940. La quatrième guerre anglo-ashanti fut de courte durée, de 1894 à 1896. Car entre 1891 et 1894, les Anglais ont fait pression pour que les Ashanti deviennent un protectorat anglais, ce qui sera refusé par les Ashanti, ce qui provoquera la guerre, et l'Ashanténé Prenfet Ier fut arrêté et destitué. Il fut forcé de signer un traité de protection et avec d'autres dirigeants Ashanti fut envoyé en exil aux Seychelles. La cinquième et dernière guerre est la guerre du Tabouret d'Or, en 1900. Le reste de la cour Ashanti qui n'avait pas été exilée monte une offensive contre les Anglais. Ce coup-là, les Anglais n'ont pas rigolé, ils ont pris tout le monde, toute la cour, ils ont tout envoyé aux Seychelles. Le territoire de l'Empire fut intégré à la colonie de la Côte d'Or le 1er janvier 1902, ce qui signe la fin définitive de la Confédération Ashanti. Les Ashanti sont définitivement intégrés à la Côte de l'Or, qui est la colonie britannique de 1821 à 1957, avec comme capitale Cap Coast de 1821 à 1877 et Accra jusqu'à l'indépendance de 1877 à 1957. À partir de 1957, on parlera de Ghana, qui sera le premier État africain à conquérir son indépendance. Que reste-t-il des Ashanti aujourd'hui ? Premièrement, une région. La région Ashanti, peuplée majoritairement de citoyens de la tribu des Ashanti, et qui constitue la principale région de production de cacao, mais qui détient aussi de très nombreuses mines d'extraction d'or. Elle est divisée en 27 districts, comme Adansi Nord, Adansi Sud, Afigia Guabré, Afo-Ano Nord, Afo-Ano Sud, Amansi Centre, Amansi Ouest, Asante Hakim Nord, Asante Hakim Sud, Atwina Kwanwoma, Atwima Mpomwa, Atwima Mwa Biagia, Begwai, Bosom Freo, Bosom Twe, Ejisu Juabe, Ejura Sekiedumase, Kumasi, Kwabre, Mampong, Obaou Assi, Ofinso, Ofinso Nord, Sekere Afram Plain, Sekere Central, Sekere Est, Sekere Sud. Je m'excuse d'avance s'il y a des Africains qui entendent ce podcast. Je fais ce que je peux. Il y a donc 27 districts, 39 membres au Parlement, 3,6 millions d'habitants, une densité de 148 habitants au kilomètre carré et une superficie de 24 000 km.
Mais le principal héritage de la Confédération Ashanti, c'est une population d'Afrique de l'Ouest, hein, qui reste aujourd'hui assez nombreuse, parce qu'il y en a plus de 11 millions de personnes qui se disent de cette ethnie-là. Et donc, ils perpétuent les traditions de la Confédération Ashanti et une façon de faire, hein, qui a traversé les âges et même le colonialisme. En conclusion, on peut dire que la Confédération Ashanti a été un État qui a marqué son temps et l'histoire africaine, de par son organisation et son rayonnement. Sa lutte contre les Anglais, longue et douloureuse, est signe que l'Afrique ne s'est pas laissée faire au moment de la colonisation. Elle s'est battue comme un lion et a laissé des traces dans le souvenir des soldats anglais. Il y a eu dès le départ énormément d'ouvrages sur la Confédération Ashanti, mais beaucoup ont été censurés à une époque car ils donnaient une image trop positive des États africains. Mais aujourd'hui, ces ouvrages sont disponibles et nous permettent d'avoir énormément de sources et de nous informer sur des États maintenant disparus il y a plus de 120 ans. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'oubliez pas d'aimer, abonner, partager, liker, kiffer. Au revoir.